Bonjour Philippe Bobola, vous êtes conférencier, physicien, anthropologue et psychanalyste. On vous retrouve dans le cadre d'une série de vidéos explicatives sur les mécanismes psychologiques et cognitifs auxquels les Français sont soumis dans cette période dite de crise sanitaire. Nous allons parler du discours scientifique. Qu'est-ce qu'un discours scientifique et en quoi est-ce important, selon vous, de le déterminer ? Alors le discours scientifique est évidemment primordial dans cette période de crise sanitaire, puisque effectivement il y a des décisions à prendre, il y a des vies en jeu, et on est dans le domaine médical. Alors il y a deux façons dans l'histoire des sciences d'envisager la progression scientifique. Soit on est dans un modèle déductif, on part d'une théorie. Par exemple, en physique, si la théorie prévoit que sous l'action d'un champ magnétique, une particule tourne à gauche et qu'elle tourne à droite, c'est-à-dire que le modèle n'est pas valable. Et puis, vous avez ce qui est beaucoup plus délicat et qui avait été mis en évidence par le philosophe anglais David Hume, l'induction, c'est-à-dire on part de faits expérimentaux, ce qui est le cas de la médecine, et on essaye d'en déduire une théorie. Alors, je vais illustrer ça par une sorte de petite métaphore. Imaginez le chiffre 8. Vous pouvez obtenir 8 en faisant 4 fois 2. Ou vous pouvez diviser 16 par 2, vous pouvez faire 16 moins 8, ou vous pouvez faire 4 plus 4. Vous voyez qu'il y a 4 opérations arithmétiques élémentaires qui amènent au 8. Mais laquelle est la bonne? Voilà. Donc un fait a toujours été une sérieuse difficulté, et donc un certain nombre de philosophes des sciences, conscients de cette difficulté de l'induction, et la médecine est par définition une science expérimentale et on doit utiliser l'induction, ont essayé de savoir ce que c'était un discours scientifique. Alors déjà, la première chose, un discours scientifique ne cherche pas la vérité. C'est Max Weber qui disait « Un bon scientifique pose une problématique. Cette problématique sera reprise par un autre scientifique qui peut-être la confirmera ou l'écartera. En tous les cas, c'est comme une course au relais 400 mètres. Chacun reprend la problématique essaye d'apporter à la problématique sa façon de voir. Comme disait Victor Hugo, la science est asymptotique, elle touche souvent, mais n'attrape jamais cette vérité. Et donc il disait aussi, la science avance se raturant, rature féconde, et la science, disait encore le grand Victor Hugo, est un mouvement perpétuel, et ce mouvement perpétuel, c'est elle. Donc les problématiques ont été reprises de siècle en siècle. Qu'est-ce qu'un atome? Qu'est-ce que le vivant? Et chacun a essayé de faire évoluer. Donc la vérité, on ne l'aura jamais. Mais on essaye d'être le plus objectif possible, tout en sachant, c'est ce que nous disent les logiciens, qu'on est interobjectif ou intersubjectif. C'est-à-dire on est entre la subjectivité et l'objectivité. Mais dans cette crise sanitaire, il est bon de revenir aux philosophes des sciences pour essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'un discours scientifique. Déjà, un discours scientifique, au-delà d'avoir un discours avec des équations ou des expériences, c'est un discours qui doit être logique et cohérent. Mais la cohérence ne fait pas toujours science. Ce qui est cohérent peut correspondre à une vision la meilleure à une période. Ce qu'on appelle un paradigme, c'est une vision du monde à une époque donnée. Il y en a eu des tas. Par exemple, on a cru au départ que la Terre était au centre du monde. On avait un système cohérent au niveau de l'astronomie. Puis, effectivement, Copernic a fait passer notre vision du système solaire d'une vision géocentrique à une vision héliocentrique où le Soleil est au centre de l'univers. Alors pour un philosophe des sciences français, Gaston Bachelard, il disait déjà la science avance par des ruptures. Elle n'avance pas en continuité. Et les ruptures, ils les appellent les obstacles épistémologiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une telle accumulation de choses qui ne correspondent plus à ce que les scientifiques ont pu vérifier expérimentalement qu'on est obligé de changer de modèle. Et vous voyez, assez rapidement, si on est dans un système dogmatique, on refuse le changement du modèle. Comme disait Claude Bernard, si la théorie ne correspond pas aux faits expérimentés, il ne faut pas exclure les faits expérimentés, c'est la théorie qui doit être modifiée. Alors pour Gaston Bachelard, il faut se méfier de l'évidence. Par exemple, si vous prenez une goutte d'eau, vous la chauffez, elle va passer à l'état de vapeur. Si elle passe à l'état de vapeur, à, par exemple, au-delà de 100 degrés, qu'en est-il à 150? On se dit, ça va s'évaporer plus vite. Non, parce que la température a créé une couche de vapeur qui va, on appelle ça la caléfaction, ou l'état sphéroïdal, qui va faire que la goutte à plus haute température prendra plus de temps pour passer à l'état de vapeur. Voilà un exemple où nos sens nous trompent. Voilà.
Alors ensuite, il y a un critère important, c'est le critère de réfutabilité ou de falsifiabilité. Il est dû à un philosophe d'origine autrichienne, Karl Popper, qui sera le philosophe qui va inspirer George Soros. Et Karl Popper va nous dire la chose suivante: si un discours est toujours vrai, il n'est pas scientifique. Par exemple, si vous dites il pleut tous les mercredis, soit vous êtes dans quelque chose de dogmatique et vous imposez votre vision des choses, soit vous regardez la météo, vous apercevez qu'il pleut parfois le mercredi et puis parfois il ne pleut pas. Vous pouvez dire il pleut parfois le mercredi. Ça, c'est un discours scientifique. Si vous dites tous les corps chauffés se dilatent, c'est faux. Donc, pour Karl Popper, ce qui fait le critère d'un modèle scientifique, c'est le fait qu'il fonctionne dans certaines conditions et en dehors de ces conditions, il ne fonctionne pas. Regardez, si vous dites par exemple l'eau gèle en dessous à partir de 0 degré en dessous et passe à l'état de vapeur au-dessus, vous savez que si vous êtes entre 0 et 80, vous êtes encore dans un état liquide et vous n'êtes pas dans un état de vapeur. Donc vous avez des plages de température où les différents états, solide, liquide et vapeur, peuvent s'exprimer. Et si vous êtes à des températures élevées, par exemple 130, et vous dites qu'on est encore à l'état de liquide, ben là c'est un discours scientifique. Alors qu'est-ce qui n'est pas scientifique? Alors pour Popper, il disait que si on dit en psychanalyse tout vient de l'inconscient, ben ça marche toujours. Si vous êtes dans un modèle de magie, ben vous pouvez toujours dire ça n'a pas marché parce qu'il y a un esprit qui est venu contrarier l'acte magique. Et quand ça marche, évidemment, c'est parce que la magie est opérative. Ou même l'évolution, on peut dire que tout est évolutif ou tout est génétique. Et vous voyez, Karl Popper critique des modèles scientifiques qui ont toujours raison en disant que ce sont des programmes d'investigation métaphysique. Alors, Irmé Lakatos, un autre scientifique qui était mathématicien de formation, va dire finalement toute science a un noyau dur qu'il appelle heuristique négative. Par exemple, en physique, la physique repose sur la notion d'atome. C'est la plus petite portion de matière qui puisse être étudiée, en quelque sorte. Alors après, on a été plus loin, puisqu'on a vu que l'atome avait des électrons, avait des éléments qui le composaient, des protons, des neutrons. Mais en tous les cas, on peut dire que l'atome est l'élément fondamental de la matière. D'accord? Comme le point en géométrie est l'élément fondamental de la géométrie euclidienne. S'il n'y avait pas le point, on peut toujours diviser un point, on ne pourrait pas travailler. Ou la cellule est l'élément fondamental du vivant, c'est la plus petite portion de matière qui puisse vivre isolée et qui puisse se reproduire. Et donc pour Irmé Lakatos, une science, elle a un noyau dur qui est solidement posé, mais elle doit évoluer. Et donc il envisage une heuristique positive qui peut évoluer en fonction de ce que les scientifiques vont découvrir. Et il fait la distinction entre un programme de recherche scientifique ouvert au changement, qui est beaucoup plus flexible, avec un système scientifique qui est dogmatique, qui refuse toute innovation. Tout est figé, tout est cristallin, alors que dans le modèle de Irmé Lakatos, l'heuristique positive doit avoir cette flexibilité d'évolution. Alors, vous avez également Thomas Kuhn qui va introduire cette notion de paradigme, c'est-à-dire à un moment donné, la science peut être aveuglée. On a vu avec la Terre est au centre du monde, et on pourrait citer d'autres exemples en chimie ou en physique, où des fois on a une sorte d'aveuglement disciplinaire, parce qu'on voit le monde d'une certaine façon, et vous voyez bien qu'à un moment donné, un chercheur reste toujours un chercheur d'une époque. Et les grands innovants, ce sont ceux qui arrivent à sortir du cadre disciplinaire. Et à un moment donné, quand on doit abandonner le cadre disciplinaire, c'est ce que Gaston Bachelard appelle la rupture épistémologique, et la science avance de paradigme en paradigme, et sa progression est donc discontinue. Alors moi, ce qui me frappe dans ce qu'on a vu avec cette crise dite sanitaire, c'est que déjà, ce qui fait un discours scientifique, c'est qu'il repose sur des faits. Voilà. Ce n'est pas des choses fumeuses. Or, on voit bien que, par exemple, si on prend les traitements, dans quelles conditions ils sont donnés, s'ils ne sont pas donnés dans les bonnes conditions, ça ne peut pas marcher. Ça a été le cas de l'hydroxychloroquine avec Didier Raoult, ça n'a pas été donné toujours dans les bonnes conditions, à la bonne concentration. Donc, quand Didier Raoult dit ça marche au début du traitement, ça marche pas après, il a un discours scientifique. Si vous Pourquoi? dites, Parce qu'il a mis une réfutabilité. il a mis une réfutabilité, il a mis des conditions, et ces conditions qui font que
Si on le prend au début, ça dépend de l'âge et pas à la fin, il a borné. C'est un discours scientifique. Un discours scientifique, il doit être falsifiable. Dès que vous critiquez, vous questionnez, on pourrait se poser la question de la crise du logos. Les bien-fondés des mesures gouvernementales, les bien-fondés d'un traitement, est-ce qu'il fallait confiner, pas confiner? Hop, on refuse la contradiction, et la contradiction se termine, vous êtes complotiste. Alors ça, c'est une stratégie qui a toujours été utilisée par les régimes totalitaires. À une époque, aux États-Unis, lors du McCarthyisme, quand vous étiez critique vis-à-vis de l'économie américaine, vous étiez communiste. Du temps de l'ex-URSS, vous étiez un ennemi de classe. Est-ce que ça, on peut dire que c'est une forme d'ingénierie sociale? Oui, c'est une forme d'ingénierie On l'a sociale. vu dans la précédente vidéo. Alors c'est intéressant, le fait de traiter quelqu'un... Alors effectivement, on a eu, par exemple, vous êtes membre d'une secte, maintenant vous êtes complotiste, négationniste. C'est parce qu'on a tous besoin d'une appartenance. Ça fait partie de la pyramide des besoins développée par un médecin qui s'appelle Abraham Maslow. Tout individu, on peut le voir comme une pyramide de besoins. Le premier besoin, c'est le besoin primaire. On a tous besoin pour vivre, de manger, de boire, de dormir. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut un deuxième étage qui est un étage qui comporte la sécurité. On a besoin d'une maison, on a besoin d'un lieu pour dormir, donc on a un besoin de protection et de sécurité, mais on a aussi besoin d'amour et d'appartenance. Et puis il y a deux autres étages plus spirituels. On a besoin d'estime de soi et de réalisation de soi. On peut dire qu'une société idéale, mais l'idéalité n'existe pas, ça serait une société où l'individu serait nourri à ses différents besoins, depuis la réalisation de soi, l'estime de soi, l'appartenance, l'amour comblé, et puis ce qu'on a dit, le besoin de sécurité, de protection, et puis évidemment, tout le monde a le minimum pour pouvoir vivre. Alors, quand on traite quelqu'un de complotiste, c'est comme si on l'enlevait de l'appartenance sociale. Et ça, c'est très dur pour un individu. La pire des punitions dans une société traditionnelle, c'est quand vous êtes exclu de la communauté. C'est pire que d'aller en prison. Donc quand on traite quelqu'un de complotiste, avec le fameux tu qui tue, tu es complotiste, c'est comme si on l'enlevait de l'appartenance sociale. Il ne fait plus partie de la norme sociale. Donc ça, c'est pour vous quelque chose qui vous alerte en tant que critère du non-discours ça veut dire qu'à une scientifique. époque, l'Église parlait d'hérétique, c'est-à-dire on ne peut pas critiquer. C'est un système qui a toujours raison. Or, un système qui a toujours raison, c'est un système dogmatique. Et je ne suis pas le premier à le dire. Depuis cette crise dite sanitaire, eh bien, toute personne qui serait en questionnement, je ne dis pas affirmerait les choses, mais questionnerait sur les bien-fondés de ce qui s'est mis en place, est forcément complotiste. Ça, ce n'est pas un discours scientifique. C'est un discours politique. Et la politique prend le dessus sur la science, alors que la politique devrait prendre appui sur la science. Elle a neutralisé la science, et tout ce qui est contraire à la politique, à l'orientation de ce qui se passe au niveau de cette crise dite sanitaire, si ça ne va pas dans la direction du gouvernement, est forcément issu d'un complotiste. Alors, les questions qu'on peut se poser, par exemple, on peut faire de l'épidémiologie comparée. Pourquoi, par exemple, on n'a pas fait une comparaison entre la Suède qui a laissé l'immunité de groupe et ce qui s'est passé en France? Pourquoi on n'a pas regardé ce paradoxe bien mieux qu'il n'a été étudié? Pourquoi les pays dits pauvres, qui n'ont pas une infrastructure médicale, ont eu moins de morts que les pays riches? Peut-être parce qu'ils sont dans des zones impaludées et que certains produits illicites en France ont été utilisés. On n'a pas utilisé une méthode centrale qui a été développée par Claude Bernard, la méthode hypothético-déductive. Quand on est dans les sciences expérimentales, on doit observer. De l'observation, on va dégager des faits qui sont intéressants à étudier scientifiquement. On va faire des hypothèses et on va en déduire si les hypothèses faites qui débouchent sur un modèle sont valables ou pas, confirmées ou non par l'expérimentation. Donc on a le droit d'avoir des modèles, mais à un moment donné, quand on refuse de comparer sa façon de gérer la pandémie par rapport à d'autres pays, on n'est plus dans un discours scientifique, on est dans un discours fermé. Et c'est précisément ce que dénonçait Karl Popper dans un ouvrage qui est une réflexion politique, La société ouverte et ses ennemis. Il disait, ce qui fait une dictature, un État totalitaire, c'est que c'est un système fermé, un système dogmatique qui se ferme sur lui et qui refuse toute critique. Et donc l'espace dans lequel on est, dans cette crise dite sanitaire, eh bien, on n'a pas la possibilité de questionner. Et c'est à la base de la science, questionner. Il faut revenir à la base. Jean-Pierre Vernant disait « La science est née dans les cités grecques, notamment Athènes, du désir d'être
le plus démocratique. On devait permettre aux citoyens d'Athènes de s'exprimer sur les problèmes de la cité, mais à un moment donné, il fallait bien trancher. Si on avait 40 avis différents, lequel prendre? Et c'était le rasoir de la logique qui faisait qu'on disait, bah, ok, on va prendre cette décision. Les autres se sont exprimés, mais on prend cette décision. Or là, il n'y a rien de logique. On voyait bien, à un moment donné, on est en pleine dissonance cognitive, pour certains de l'irrationalité, pour d'autres de la maladresse. Moi, je dirais, c'est l'ingénierie sociale qui prend le pouvoir sur la science, et la politique s'appuie sur une fausse science, sans parler des critères de reproductibilité que doit avoir la science. On a à peu près une centaine de revues qui ont montré que certains traitements étaient valables. En France, on le refuse. Pourquoi le refuser? Pourquoi il n'y a pas vraiment une réflexion, un consensus? Et à contrario, on n'a aucune étude qui nous prouve que le confinement fonctionne et que les masques à l'extérieur fonctionnent. Non. L'OMS avait dit que les masques ne fonctionnaient pas jusqu'au 25 octobre. Après, ils ont changé. À un moment donné, on nous disait, alors par exemple, ce qui n'est pas scientifique, un test, il a une sensibilité, une spécificité. Vous voyez, ce qui fait la validité du test de grossesse, c'est qu'il est fiable. À 98%. Là, on a un nombre de cycles qui rendent positif tout le monde. Oui, les fameux tests PCR. Voilà, les gens asymptomatiques ont des faux positifs ou des faux négatifs. Donc, il n'y a plus rien de scientifique. Au-delà de 35 cycles, on n'est plus dans une approche d'un fait qui soit objectif. Mais à quel moment, selon vous, il y a eu cette rupture entre les discours scientifiques auxquels on était habitué encore il y a quelques années, avec des possibilités de questionnement dans nos sociétés, dans nos médias, et aujourd'hui des discours qui sont non scientifiques, qui sont politisés, dans lesquels il y a la censure, l'exclusion des questionnements, l'imposition d'une irréfutabilité. Est-ce que vous avez vu une bascule s'opérer ? Oui, je pense que ça s'est opéré sur plusieurs années, mais là on est au sommet de ça, c'est-à-dire que toute personne qui serait en désaccord avec un discours officiel est traitée de complotiste. Comme à une époque, on était un ennemi de classe en ex-URSS parce qu'on n'était pas en accord avec la ligne du parti. Donc ça veut dire que il y a eu l'affaire Lysenko, sous Staline, on refusait le fait qu'il y ait une possibilité de transmission innée des caractères parce qu'on croyait que l'influence pouvait changer un individu, donc la transmission acquise des caractères était préférée à la transmission innée des caractères. Donc à un moment donné, la science s'est mise au service du politique, et à ce moment-là, si la science est au service du politique, bah, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec actuellement ce qu'on retrouve dans l'histoire de l'Église, quand la science et l'Église se sont affrontées, bah, toute personne qui n'était pas en accord avec les dogmes qui étaient posés bah, était traitée d'hérétique. Tout le monde a en tête le procès de Galilée, et qui sort du procès en disant « et pourtant elle tourne ». Des historiens se sont penchés, est-ce que Galilée avait vraiment prouvé que la Terre tournait autour du Soleil? Peu importe, mais à un moment donné, la bonne santé d'un pays, c'est quand on peut se questionner. Ça ne veut pas dire que la question débouche sur une remise en cause, mais elle est saine. Et c'est ça un discours scientifique, c'est pas un discours où il y a une censure, où les gens s'auto-censurent. Est-ce qu'un scientifique doit avoir peur d'un questionnement fallacieux? Est-ce que justement il n'y a pas un risque pour les scientifiques d'avoir des questionnements douteux? Est-ce que c'est une façon d'éliminer l'erreur? Ou est-ce qu'un scientifique qui se respecte doit pouvoir justifier en toute situation sa posture? Si la science est libre de toute pression politique, elle doit pouvoir poser des questions, au moins poser des questions. Hein. Les complotistes ont posé des questions. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on est rentré dans une forme de dictature scientifique au service du politique, et que le scientifique, il a peur pour différentes raisons, de peur de sa place, d'être traité de complotiste, de perdre son réseau, etc. C'est arrivé à un certain nombre de gens qui se sont exposés en tant que personnes ayant une conscience et une formation scientifique. Ça a été dur pour eux dans leur réseau. Alors, je voudrais simplement ajouter, Karl Popper disait, finalement, avec ce critère de falsifiabilité, il y a un problème P, il y a une théorie transitoire. Cette théorie, on la teste, on va éliminer les erreurs du modèle qui ne correspondent pas aux faits expérimentaux, mais on va déboucher
à une nouvelle problématique, mais améliorée par rapport à la première vision qu'on avait de la problématique. Et on passe de théorie transitoire en théorie transitoire. Une théorie, elle doit évoluer dans le temps. Donc avec tous les pays, puisque la pandémie est mondiale, des façons spécifiques de gérer la crise, dans les pays du Moyen-Orient, en Russie, etc., vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est la démarche scientifique même, c'est de faire de l'épidémiologie comparée. On a de la littérature comparée, on compare la littérature allemande par rapport à la littérature française ou anglaise, pourquoi on ne ferait pas de l'épidémiologie comparée? Est-ce que ça répondrait à la question majeure que beaucoup se posent depuis des mois? Est-ce qu'un traitement à base d'hydroxychloroquine fonctionne? Et comment on pourrait procéder pour y répondre scientifiquement? Il faut regarder tout simplement les résultats qui ont été obtenus dans ces différents pays. Après, moi, je vais pas trancher, mais ce qui me semble curieux, c'est un produit, l'hydroxychloroquine, qui est utilisé depuis 30 ans. On estime que 2 milliards de gens l'ont pris. Ensuite, la chloroquine qui a précédé l'hydroxychloroquine existe depuis 70 ans. On estime qu'à peu près 4 milliards d'individus l'ont pris. On n'a jamais vu d'effets secondaires aussi drastiques que ceux qui ont été décrits. Jamais sur les plateaux de télévision, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Donc on sait que ça fonctionne parce que ça marche sur le paludisme, parce que le paludisme, qui est un parasite, le Phalcidium falciparum, il rentre dans la cellule et pour pouvoir agir dans la cellule, il doit être dans une sorte d'environnement qu'on appelle endosome ou vésicule digestive pour le plasmodium. Et à ce moment-là, s'il a des conditions d'acidité, il pourra se développer dans la cellule. Et il se trouve que l'hydroxychloroquine rehausse le pH. Donc avoir un produit qui marche à la fois pour combattre le paludisme, qui marche pour les bactéries intracellulaires et qui marche sur ce virus, c'est pas un hasard. Donc à partir de là, on a un scénario plausible. Là, on ne parle jamais de comment fonctionne. La seule chose qui compte, c'est ça marche pas. Mais ça marche pas, ça veut dire est-ce que je suis en accord avec la politique gouvernementale ou pas? Donc déjà, cette question, pour vous, n'est pas scientifique. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? C'est pas une question qui se non, pose. c'est binaire. Ça marche dans quelles conditions? Si ça marche, regardons à l'extérieur ce qui a été pris. Lorsqu'il y a eu la première épidémie de SRAS-CoV, qui est l'ancêtre de notre SRAS-CoV-2, on a utilisé l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Didier Raoult n'a jamais prétendu avoir inventé quelque chose. Donc voilà pourquoi, effectivement, ce qu'on a utilisé en 2002-2003 ne serait plus valable maintenant. Vous voyez, ça, c'est un questionnement scientifique. Alors le scientifique, il n'est pas là pour faire la circulation, c'est vrai, c'est faux, mais vous voyez qu'on est à un débat d'opinion. Quand on est en débat d'opinion, d'ailleurs, le mot qu'on utilise, c'est « je crois ». Moi, je crois à l'homéopathie, j'y crois pas. Je crois à l'action de l'hydroxychloroquine, j'y crois pas. En fait, ce qui nous manque, c'est un référentiel. Il manque un référentiel. On a suffisamment de données dans cette pandémie pour faire de l'épidémiologie comparée. Par exemple, vous avez des gens qui ont des maladies auto-immunes qui sont sous hydroxychloroquine et on a vu qu'il y avait un effet, ils étaient moins touchés, etc. Donc, au moins poser l'hypothèse. Méthode hypothético-déductive, on pose l'hypothèse et puis on teste après. Donc voilà, pour moi, il est urgent de retrouver une rationalité dans le discours. Il ne faut pas confondre la rationalité et la rationalisation. La rationalisation, ça consiste à faire rentrer un fait à coup de marteau dans le système politique. La rationalité, c'est de dire, voilà, on avait pensé que, mais en étudiant, ça ne marche pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et le politique, il doit réajuster sa trajectoire en fonction de ce que la science dit. Là, on a l'impression que c'est la science qui doit réajuster sa trajectoire en fonction du désir du politique. Très intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, on vous retrouve très bientôt pour la suite de cette série de vidéos explicatives. Philippe Bobola, à bientôt. Merci. À bientôt.